Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakandasena-mukha. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une dvish qui sortent chaque semaine tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakandasena-mukha et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une petite ou grosse heure avec notre ami Ilialana qui se prête au jeu et répond à chacune de ces questions. Bonjour Ilialana, comment ça va aujourd'hui? Bonjour à vous, merci, ça va très bien. Et vous-même? Eh bien comme un charme, merci beaucoup. Alors nous voici de nouveau réunis pour cette 29e, voilà, on n'y est plus, 29e entrevue avec une dvish. Et à l'occasion de l'école, eh bien, il y a 4 nouveaux intervenants, comme d'habitude. On peut y aller? Vous êtes prête, Iliana? On y va? Eh bien, je suis tout oui, je vous écoute. Ok, eh bien alors allons-y. Alors, première question de Tony. Bonjour, merci pour tout ce que vous faites et je vous remercie. Eh ben, ça c'est du remerciement. Comment ça va se passer pour les personnes qui ont un travail dans le nouveau paradigme? Pourrons-nous choisir un nouveau métier? Un exemple, je travaille dans une grosse société et j'aimerais faire le métier de naturopathe, actuellement en formation depuis 3 ans. Je pratique depuis de nombreuses années la médecine par les plantes pour aider et soulager les personnes. Alors, Iliana, comment on fera dans le nouveau paradigme? Est-ce qu'on pourra changer de métier et faire ce qu'on veut? Oh, bah, faire ce qu'on veut, je ne sais pas, hein, tout dépend quelle forme ça peut prendre. Mais il est un fait que ces perspectives-là sont totalement ouvertes. Donc le champ du possible qui caractérise un peu ces taches de diamant qui devraient se concrétiser avec ce nouveau paradigme, forcément permet l'ouverture d'un champ de possibilités extraordinaire qui serait difficilement envisageable et imaginable aujourd'hui dans les circonstances actuelles. Donc oui, bien sûr, chacun pourra faire le métier qu'il souhaitera faire. Finalement, les problèmes d'argent se poseront quand même nettement moins. C'est vrai qu'une personne qui est agriculteur et qui a toujours rêvé d'être pilote de ligne, il pourra peut-être pas plus facilement faire pilote de ligne qu'il le pouvait avant, parce que, bon, d'une part, il faut avoir les capacités pour, hein, il faut avoir... l'occasion se présente, il faut pouvoir correspondre au cursus en rapport, bon, si tant est qu'il y ait encore des avions de ligne très longtemps. J'ai un petit doute, mais enfin, bon, j'en dis pas plus. Enfin, je prends un exemple. Alors là, en l'occurrence, notre ami Tony nous parle de naturopathie. Oui, voilà, naturopathie. Je cherchais le mot. Là, oui, bien entendu, oui, il n'y a absolument aucun problème. Il est certain que les gens qui travaillent dans des grosses firmes, surtout celles appartenant en propre à l'ennemi, vont peut-être, je dis bien peut-être, hein, c'est pas certain du tout, mais enfin, se retrouver face à une situation un peu de déséquilibre, puisque la société en question, si elle perdure dans le nouveau paradigme, toutes ne le feront pas, mais bon, si certaines perdurent, ce sera forcément dans des conditions de travail et de production, quoi qu'elles produisent, bien au service, complètement différent, forcément, hein. Le contexte sera totalement différent, le modus operandi sera différent, la politique de l'entreprise sera obligatoirement différente, sinon elle se maintiendra pas. Et parce que des sociétés particulièrement claires en termes de politique commerciale, ça n'existe pas vraiment. Ne serait-ce que contraintes et forcées, les entreprises sont obligées, enfin elles étaient jusqu'à présent, d'adopter la politique de l'ennemi. Hein. Si on veut survivre au pays de l'ennemi, on est obligé de danser comme il siffle, forcément. Donc c'est sûr que si des structures héritières de l'ancien paradigme doivent persister, forcément les choses iront de manière très différente. Bon,
Mais dans le cas où il y aurait un problème de transition parce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez va disparaître et ne sera pas recyclée ou récupérée d'une manière ou d'une autre, eh bien les gens vont se retrouver un petit peu en marge de la vie professionnelle, si je puis dire. Alors, ça ne posera pas un gros problème parce que de toute façon, ils pourront vivre peut-être un tout petit peu plus chichement, mais absolument sans manquer de rien, hein, une fois encore. Donc ça posera pas de problème. Maintenant, pour les gens qui ont un projet ou qui jusque-là n'y auraient pas pensé, seront invités à le faire pour pouvoir rentrer à nouveau dans une vie active, de manière peut-être plus conforme à leurs propres rêves qu'ils n'auront peut-être jamais pu réaliser, ou là, comme dans le cas de Tony, un projet déjà bien élaboré, parce que si la formation date déjà d'il y a 3 ans, on peut dire qu'elle est déjà bien avancée dans son cursus. Là, ça peut être intéressant, effectivement. Ce sera d'autant plus facile, évidemment. D'autant plus facile. Les gens comme ça peuvent parfaitement se rêver au fait de pouvoir s'installer sans aucune difficulté, se mettre à leur compte, communiquer, ne pas être entravés par les histoires de sécurité sociale, des choses comme ça, puisque l'ennemi luttait quand même fortement contre les initiatives un peu en marge de sa pensée globale et relativement unique face à l'abord de la santé, la question de la santé. Là, évidemment, ce sera tout à fait différent. Les gens qui seront positionnés dans une approche évolutive de la santé, beaucoup plus en lien avec la nature. La nature bâtie, la nature dedans, quand même, c'est difficilement, on peut difficilement faire mieux. Alors, je pense que cette formation sera à améliorer. Les connaissances seront à améliorer, oui, ou à optimiser. Parce que les choses qui sont enseignées aujourd'hui, elles le sont encore dans l'optique de l'ennemi. Même ce qui échappe plus ou moins à ces grands postulats, donc la médecine officielle. Il y aura des choses nouvelles à apprendre. Ce sera d'autant plus intéressant parce que ça ouvrira d'autant plus les horizons pour ce genre de profession. Donc non, là vraiment, on peut dire que par rapport à la configuration décrite par la question de Tony, notre ami Tony a le vent en poupe, le vent souffle dans ses voiles et le bateau avance, donc non, il n'y a aucun problème. Justement, on va traverser, surtout peut-être au départ, où l'occasion se présentera peut-être davantage que plus tard, où là, il ne s'agira que d'initiatives personnelles, mais les circonstances vont pousser un peu tout un chacun à finalement réfléchir à sa propre position, à ce que on aurait toujours aimé faire et qu'on n'a jamais pu faire. Là, il y a quand même de grandes chances que beaucoup de choses soient possibles, désormais possibles, d'ici très peu de temps. Donc, c'est vraiment l'occasion d'enclencher une nouvelle vie, d'entrer dans un champ d'expérience comme s'il s'agissait d'une nouvelle incarnation tout en conservant l'ancienne. Donc on a l'avantage d'une nouvelle donne sans le désavantage de perdre la conscience de la vie d'avant. Pour le coup, c'est quand même bien, parce que là, c'est vraiment un brassage entier, toute une civilisation qui change. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, à condition, bien entendu, que ça ne nuise à personne. La règle est immuable à ce niveau-là. Mais sinon, à partir du moment où vous êtes dans la perspective de faire quelque chose que vous avez toujours convoité, vous avez toujours un projet, vous avez toujours caressé, quelque chose de difficile parce que d'approche difficile, ou d'abord difficile, ou pécuniairement difficile. Là, il y a toutes les chances que vous puissiez vous lancer à corps perdu avec bonheur et sécurité dans des perspectives entièrement nouvelles qui devraient complètement changer votre vie. Ça, c'est un conseil que je donnerais à tous ceux qui nous écoutent. Penchez-vous sur votre vie actuelle et demandez-vous si vous n'aimeriez pas autre chose, si vous n'aimeriez pas bouleverser votre existence et vous lancer à corps perdu dans quelque chose qui vous réjouisse davantage que ce que vous avez fait déjà jusqu'à présent.
Bon, si vous êtes parfaitement satisfait de votre situation, bah, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez faire la même chose mais en plus grand ou en mieux, bah, vous pourrez. Vous changer complètement, bah, vous pourrez aussi. Donc, bah, vous pouvez même vous accorder une année ou une décennie sabbatique. Je vous le recommande pas trop parce que ne rien faire, ça va dans les énergies pulsant vers l'avant, ça va être difficile de ne rien faire. Et puis en plus, c'est enthousiasmant quand même. Hein. Il y aura tellement de choses dans un esprit tellement différent que ce serait dommage de se mettre à l'arrêt. Enfin, c'est une expérience qui pourrait être possible malgré tout, sans être pénalisé. Mais non, là, le champ du possible s'ouvre à fond. Et franchement, faites le point avec vous-même et allez-y. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner à ce sujet. Eh bien voilà qui est particulièrement réjouissant. Je suis certain que notre ami Tony en sera absolument ravi. Et certainement bien d'autres avec lui. Voilà, merci Eliana pour cette réponse. Alors, on embraye sur la deuxième question, nouvelle intervenante, en l'occurrence, Anna. Voilà, qui pose cette question. Merci pour votre réponse précédente. Donc c'est la même Anna que la dernière fois. Voilà, je me posais la question justement. Merci pour votre réponse précédente concernant les biens immobiliers. Pouvez-vous nous parler de Nibiru ainsi que du basculement des pôles géographiques? Ouh là là. Vous en diriez quoi, Eliana? Wow, c'est un peu vaste ou un peu vague. Parler de Nibiru. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise concernant Nibiru? Nibiru est une naine brune, c'est un cœur d'étoile éteint, ayant appartenu à un système disparu aujourd'hui, qui garde des éléments en orbite autour de lui, que notre système solaire a capté à un moment donné, et qui a une révolution d'à peu près de 3200 ans, donc tous les 3200 ans environ, il revient semer le trouble, parce qu'il est quand même relativement massif, en créant des distorsions dimensionnelles, enfin gravitationnelles, disons, et qui a tendance à balancer sur la Terre, en tout cas les éléments qu'il côtoie, certaines de ces scories qui gravitent autour d'elle. C'est assez malsain comme système. On l'a fortement nettoyé, on l'a décondensé de toutes ses mémoires. L'ennemi attendait avec impatience son arrivée pour qu'il y ait un transfert d'informations avec les mémoires, ce qu'on appellerait les mémoires Anunnaki. Sans entrer dans c'est un peu compliqué, mais enfin disons d'antiques mémoires relativement malsaines pour se recharger avec ça. Donc voilà, manque de chance. On a fait le nettoyage avant que Nibiru s'approche trop près et on en a décondensé donc les éléments particulièrement nocifs. Maintenant pour ce qui nous balance sur la figure, ça c'est un peu différent parce que effectivement, il y a pas mal de chutes de météorites ou de choses comme ça depuis quelques mois, voire quelques années. On le doit un petit peu à ça. Alors, bon, maintenant, bon, ça c'est pour un peu dresser un état des lieux concernant l'objet en tant que tel. Maintenant, son influence sur le système, ça c'est tout autre chose. Hein. Je ne peux pas être catégorique, je ne peux pas être affirmatif par rapport aux perspectives d'avenir liées à cet astre-là, parce que il a encore une carte à jouer, il va pouvoir intervenir éventuellement dans différentes situations, mais rien n'est encore défini. Alors il y a plusieurs possibilités, donc on va toutes les envisager ici, tant plus que ça peut être assez vaste quand même. Je voudrais juste noter une chose ou deux. Par rapport notamment aux photos qui ont été prises, on a vu sur internet, des photos de deux soleils par exemple, à certains moments, sous certaines latitudes ou longitudes, enfin bref. Tout le monde n'a pas pu les constater, mais enfin ça s'est pas mal vu quand même, hein, et il y a trop de sources pour que ce soit purement fantaisiste. Alors effectivement, les gens se sont rués sur la thèse Nibiru par rapport à ça. Alors, les gens qui
pas qu'ils nient son existence, mais enfin les plus rationalistes, et ils ont raison quelque part de leur point de vue, disent que ce n'est pas possible que ce soit Nibiru, même si Nibiru existe, parce que c'est une naine brune, justement, un cœur d'étoile éteint, qu'elle est particulièrement sombre et non pas lumineuse. Donc, et elle n'a pas un albédo, un indice de réfraction de lumière suffisamment élevé pour réfléchir à la lumière du soleil. Donc, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas être un Nibiru qui est obscur, un peu lumineux. Alors, effectivement, l'argument est excellent et il est imparable, à cette seule différence près que il y a de fortes chances qu'il s'agisse de Nibiru quand même, parce que nous avons fait opérer sur cet astre une dédensification de sa structure, c'est-à-dire que sa masse volumique a été modifiée. L'astre a été subtilisé au maximum des possibilités, et à partir d'un certain seuil, son axe de rotation change, ça ou autre chose, quel que soit l'objet sur lequel on exerce cette influence-là, et devient lumineux. C'est propre à cette structure d'identifier. Une subtilisation qui a tendance à rapprocher la matière de son seuil éthérique, mais sans franchir le pas. Il y a, disons, ça c'est un peu comme le zéro absolu. On peut y tendre à l'infini, mais pas l'atteindre. Là c'est pareil. On ne peut pas subtiliser à 100% jusqu'à ce que la chose disparaisse, par exemple. Il y a un seuil au-delà duquel on ne peut pas aller. Et la structure devient fragile, elle se craquelle, elle a tendance à se déformer, enfin il y a pas mal de réactions. Nous avons opéré beaucoup de tests, notamment sur des objets cosmiques avant des comètes, des choses comme ça, pour voir quelles étaient les réactions possibles. Alors l'intérêt d'une subtilisation de la structure permet justement de limiter considérablement l'impact gravitationnel de l'objet sur ce qui l'entoure. C'est-à-dire que une boule de plomb aura un impact plus grand qu'une bulle de savon, forcément. Alors là, nous l'avons rendu bulle de savon. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont fait des estimations quant à sa position, sa trajectoire, par rapport au temps qui passe et à l'impact gravitationnel, l'attraction de la Terre et tout ça. Bon, les calculs sont bons, tout est bon. Mais à partir du moment où nous modifions, je dirais artificiellement, la masse volumique et la densité de la structure de l'objet, forcément, les lois physiques changent en fonction de ça. Donc la trajectoire n'est plus la même, le temps de révolution n'est plus le même, l'axe de trajectoire n'est plus le même non plus, les réactions, les différentes interactions gravitationnelles ne sont plus les mêmes non plus, là tout est complètement bouleversé. Donc on garde pour l'instant Nibiru dans le giron de la Terre parce que ça peut être utile. Il y a trop peu d'esprit focalisé sur son observation, quasi impossible. C'est pour ça que quasiment tous les observatoires ont fermé à un moment donné parce que c'était très proche. Ils ne voulaient pas attester la présence de Nibiru, alors que dans les années 70, 70, pour nos amis belges ou suisses, eh bien, les livres d'astronomie évoquaient la présence de la planète X. C'était clairement indiqué. Clairement. Et un jour, ça a disparu, et après, ça a été nié. Ah non, ça s'est jamais fait. Non. Ah, vous avez un livre ah ben non, vous êtes un complotiste, alors. Enfin, les âneries habituelles. Donc, Nibiru existe, bien évidemment, et sa situation actuelle est sous contrôle par rapport à ce qu'il est nécessaire, ce qui sera potentiellement nécessaire de lui faire appliquer sur la Terre en termes d'effet par rapport à la variation de sa gravitation. Il n'est pas impossible, on a déjà évoqué le cas, enfin le sujet, il n'est pas impossible que Nibiru intervienne dans le changement de rotation, le sens de rotation de la Terre. Donc.
c'est-à-dire que la Terre cesse de tourner et tourne dans l'autre sens, ça entre 20 et 36 heures. Ça pourrait, son impact gravitationnel au maximum serait capable d'induire quelque chose comme ça. Alors on ne sait pas du tout si ça va devenir nécessaire ou si on va la laisser partir et on tâchera de s'en débarrasser à un moment donné pour éviter que dans 3200 ans elle repose problème. C'est peut-être plus la peine de toute manière. Mais pour l'instant, elle est dans une situation rendue stable, relativement proche de la Terre, où son impact peut encore jouer si c'est nécessaire. Je peux pas en dire plus, parce que nous ne savons pas comment les choses vont tourner à ce niveau-là. Si un petit coup de main cosmique va devoir être nécessaire, auquel cas on mettra Nibiru à contribution. Mais une chose est certaine, son action est complètement maîtrisée, même si on varie les éléments qui ont été sur lesquels nous avons appliqué une modification. De toute façon, tout est sous maîtrise, sous contrôle, et une fois qu'on n'en aura plus besoin, on la fera repartir d'où elle vient, et on la fera disparaître définitivement, pour ne plus en entendre parler. Voilà. Donc, je pense que, à ce niveau-là, il n'y a pas tellement plus à en dire, au vu des circonstances actuelles, pour l'instant, en tout cas. Quant au basculement géographique des pôles, alors là, je ne sais pas si on parle du passé ou de l'avenir. La Terre a quelquefois, 4-5 fois quand même, changé son degré d'inclinaison par rapport à l'axe de sa rotation. L'axe de rotation lui-même a complètement changé dû à un bombardement météoritique il y a très longtemps. Son sens de rotation également, puisqu'il y a eu, là, en l'occurrence, basculement des pôles, là, à presque 210 degrés. Enfin, ça a été énorme, ça c'était il y a environ 36 000 ans. Donc, il y a eu énormément de bouleversements, ce qui est nié par la science comme d'habitude, mais enfin, nous, on a les traces de ça, hein. Les enregistrements, je dirais, les traces éthériques en attestent absolument sans équivoque possible. Maintenant, est-ce que ça va se reproduire? Comme je le disais, c'est une possibilité. Basculement des pôles géographiques, non. Non, ça ramènerait la Terre à l'âge de pierre. C'est absolument hors de question. Mais changement d'axe de rotation, et de sens de rotation, ça, oui. Très probablement. Pas obligatoirement, mais c'est quand même forte probabilité. Au jour d'aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, voilà. Pas tellement en dire plus, la question est un peu vague. Je peux pas trop rentrer dans les détails pour ne pas me perdre dans les explications relativement à une question qui n'a pas été posée ou qui avait un autre sens. Disons que voilà, si vous voulez davantage de précision par rapport à ce qui est dit, faudra renvoyer un formulaire, renvoyer une question. Voilà pour l'instant. Eh bien, merci Eliana pour ça. Effectivement, c'est vrai, c'est un sujet qui intéresse, qui a beaucoup intéressé, et les gens ne savent plus trop sur quel pied danser avec cette histoire-là, parce que on en dit, et finalement, on n'en parle plus trop, et puis on a tellement dit sans lien finalement, avec des thèses différentes, divergentes par rapport à une thèse, par rapport à une autre, c'est un peu le bazar. Donc c'est vrai que les gens ne savent plus trop où ils en sont par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est une position incertaine pour l'instant, et on verra bien ce que ça va donner, quoi. Alors Anna nous pose une seconde question. Puisque les logements sont gratuits, donc on passe complètement aux choses, en fait on revient peut-être au cadre de la question de la dernière fois. Qu'en est-il pour les personnes ayant une activité commerciale, magasins, restaurants, professions libérales, tels plombier, électricien, avocat, etc. Cela sous-entend que l'ensemble des biens et prestations seront gratuites. Alors, vous en pensez quoi, Eliana? J'avoue que je ne cerne pas forcément très bien la question. Qu'en sera-t-il pour les personnes ayant une activité commerciale, magasin, restaurant, profession libérale, par rapport à leurs locaux commerciaux ou par rapport à la question suivante, ou peut-être les deux? Moi, je vais répondre aux deux, ce sera plus simple.
Finalement, c'est plus ça. Alors, les logements gratuits, alors quand sera-t-il les personnes ayant une activité commerciale? Alors, le logement sera gratuit pour les gens, évidemment, et pour qu'ils puissent avoir un toit au-dessus de la tête, puisque nous considérons qu'il s'agit là d'un droit fondamental à l'être humain pour être logé de manière décente. Bon, maintenant, les gens qui ont un local commercial, ça, c'est différent, à moins qu'ils l'exercent chez eux. Enfin, c'est vrai que bon, un plombier peut recevoir ses coups de téléphone chez lui, hein, peut recevoir des gens éventuellement, tout dépend où il habite. Enfin, si y a un local commercial, non, il faudra s'acquitter peut-être, à moins qu'il lui appartienne en propre, c'est différent. Mais non, si c'est une location, chose comme ça, non, au niveau commercial, ça restera une prestation qu'il leur faudra, eh bien dont il faudra assurer le paiement, forcément. Hein. Là, les gens mettront à disposition. Un local commercial, c'est pas un lieu de vie, hein. C'est quand même différent. C'est un lieu aménagé dans une optique autre que celle de la préservation de soi. C'est pour l'exercice de quelque chose. Alors, les gens pourront exercer chez eux si l'environnement le permet. Sinon, effectivement, ils devront soit construire quelque chose, ou alors potentiellement le louer. Alors effectivement, ça c'est un cas de figure qui n'a pas été abordé, parce que pour la question c'est pas prêté. Mais bon, les propriétaires de biens immobiliers pourront éventuellement reconvertir leurs biens, si ça se prête, hein, encore une fois, en locaux commerciaux exclusivement. Attention à la triche, hein. On triche pas là-dessus, on dit pas le club commercial, et puis vous pouvez venir habiter, mais il faudra payer quand même. Ça marchera pas. Mais éventuellement, pour louer des professionnels, oui, ça effectivement. Là, on pourra, les choses pourront se faire dans ce sens-là. De toute façon, même le professionnel ne sera plus soumis à la TVA, il sera plus soumis aux charges patronales, toutes ces aberrations destinées à vampiriser les gens à partir du moment où ils sont dans l'espoir de pouvoir peut-être gagner leur vie. Alors on les ponctionne jusqu'à ce qu'ils en meurent. Oh, franchement, là en l'occurrence, le loyer le professionnel en question pourra s'acquitter du loyer qui lui sera demandé. Alors, ne me demandez pas vraiment les détails en rapport, combien le loyer, est-ce qu'il y a un maximum, je n'en sais rien, on ne s'est pas penché dessus. C'est pas vraiment dans l'ordre de nos priorités absolues. Ce sont des choses qui devront être débattues, bon, peut-être rapidement, il n'y a pas de raison que ça se fasse sur le long terme, au moment où ce sera nécessaire, mais pour l'instant, bon, c'est sommaire comme information, donc je vous les donne vraiment comme on peut. Là, si on prend par exemple l'histoire du restaurant, forcément, il doit être aménagé. Donc obligatoirement, quelqu'un qui loue un local qui sert de restaurant doit le louer aménagé. Évidemment, s'il le loue aménagé, il le louera pas forcément au même prix que si il n'est pas aménagé et que le professionnel qui l'occupe doit l'aménager lui-même, évidemment. Hein. Donc, bon, les cas de figure seront traités au cas par cas en fonction des besoins et des nécessités. Voilà. Bon, c'est vrai que des plombiers, on en aura toujours besoin, électriciens aussi, même s'ils devront se mettre à la page. Ah oui, parce que le plombier on ne trouvera plus certaines choses qui font partie du panel courant des professionnels d'aujourd'hui. Je prends l'histoire du plombier, un truc tout simple, un tuyau à coude pour faire passer, donc avec un angle de 45 degrés, de 90 degrés, pardon, ne pourra plus être utilisé. Il n'y en aura plus. Ce seront des arcs de cercle, un quart de cercle par exemple. Tout simplement parce que ça informe, les angles droits informent l'eau de manière très négative. Donc on n'en emploiera plus, on emploiera des choses rondes plutôt que des choses angulaires. Bon voilà, donc ça c'est des choses dont les professionnels en rapport devront être informés et enseignés. Bon, pour l'électricien, c'est pareil. Les fils électriques, émetteurs de champs électromagnétiques, il faudra blader les câbles de manière à ce qu'il n'y ait plus d'émissions de champs électromagnétiques. Ça, il faudra, bon, la technologie existe déjà, mais elle est extrêmement chère, alors que dans le monde d'après, eh bien, ce sera le standard, évidemment. Bon, l'avocat, c'est autre chose. Un avocat,
il restera des avocats, mais en termes de conseillers par rapport au rendu de la justice, parce qu'il n'y aura plus moyen de s'appuyer sur les lois, jouer sur les textes, contourner les articles de loi, comme le font certains avocats avec brio. Là, le rendu de la justice, ce sera la prétorie qui l'assurera, et les avocats pourront plaider ce qu'ils voudront. Ça ne changera rien. Donc, bon là, je sors un peu du sujet, hein, mais disons que il y a quand même des éléments qui rendront les choses très 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 différentes de ce qu'on vit aujourd'hui au quotidien. Et là par exemple, est-ce qu'un plombier aura véritablement besoin d'une boutique? Il pourra avoir un dépôt où aller chercher du matériel par exemple qu'occupera un autre professionnel. Un avocat, est-ce qu'il aura encore une étude? Ou alors est-ce qu'il sera associé au tribunal? On ne sait pas. Voilà, les choses se feront petit à petit, mais si la question est propre à la location, hein, comme ça a été le cas avec les logements pour les gens, là effectivement ce sera différent. Il y aura une location possible dans ce cas de figure. En tout cas, pour les premières décennies, hein, ça me semble assez incontournable. Alors, est-ce que ça sous-entend que l'ensemble des biens et prestations seront gratuites? Non. Non, pas forcément. Pas forcément, parce que les professionnels, faut bien les payer. Si on a un plombier qui vient et qui vous dépanne, il faut le rémunérer, hein. Le pauvre monsieur, il faut bien qu'il gagne sa vie, quand même. On va pas éliminer tous les métiers sous prétexte que, non, les gens, devront pouvoir faire reposer quand même, leur activité, leur connaissance sur la possibilité de pouvoir vivre. Maintenant, il y aura effectivement une forte tendance à dissocier la possibilité de survie avec l'exercice de la profession. Il y a des professions qui ne seront plus rémunérées, mais par contre le professionnel sera rémunéré par d'autres biais que la prestation, la vente, disons, de sa prestation auprès de son client. Alors là, vous me direz, ça rejoint un principe communiste. C'est l'État qui paie le prestataire et en fait le client ne paie pas le prestataire. Alors, peut-être. Éventuellement, pourquoi pas. Disons que un sain mélange entre capitalisme et communisme peut donner quelque chose de très très intéressant, mais à partir du moment où c'est éclairé et non oppressif. Donc ça restera à déterminer, mais c'est une possibilité. Si on prend le cas des médecins, par exemple, si la santé doit impérativement être gratuite pour ceux qui ont recours aux thérapeutiques, eh bien, le thérapeute faudra forcément le payer. Alors, qui va le payer si c'est pas son patient? C'est le système. Donc on risque de se retrouver alors, comme dans les pays communistes, avec des problèmes où finalement le thérapeute s'en fiche, lui il est payé, c'est un fonctionnaire, et puis bon voilà. Alors le fonctionnariat non, déjà, être payé au résultat peut-être, et pour être thérapeute et pour avoir l'être avalisé, il faudra quand même faudra montrer patte blanche, hein, ça, et gare aux patients honnêtes qui se plaindrait de son thérapeute par rapport à un abus de pouvoir éventuellement ou de position dominante. Alors là aussi, oui, il y a tous les cas de figure qui se présentent. Une fois encore, on ne peut pas envisager le paradigme suivant en pensant en ayant pour axe fondamental le paradigme duquel on est en train de sortir. C'est pas possible. Ça exige impérativement une évolution des mentalités, une évolution de conscience, où chacun considérera de manière complètement différente la charge de la responsabilité qui est la sienne, que ce soit le patient face à son médecin, le médecin face à son patient, soit face à quelqu'un qui aurait recours à un avocat qui serait davantage conseiller juridique qu'avocat en tant que tel, pour défendre sa cause, puisque les causes n'ont pas besoin d'être défendues, puisque la prétorie verra parfaitement clair quant au tenant et aboutissant d'une situation qu'on soumettra à son jugement. Enfin, vous voyez, ça va comme toute chose va très loin dans ce domaine.
Donc, certaines prestations seront effectivement gratuites, mais pas forcément toutes. À partir du moment où on fait construire une maison et qu'on installe un réseau électrique et un réseau d'eau, forcément, ces gens-là devront être payés. On va pas se faire construire une maison gratuitement. Ça, non. On pourra éventuellement occuper un logement gratuit. Mais si la personne qui occupe un logement gratuit décide de quitter ce logement parce qu'elle préfère vivre ailleurs et payer sa propre maison, elle pourra. Il faudra qu'elle la paye alors. Évidemment, il n'y aura pas de loyer, puisqu'il en sera propriétaire. Mais propriétaire, attention, pas au sens de c'est un bien qui m'appartient, enfin en l'occurrence une maison aussi. Mais intervient à ce moment-là le terrain sur lequel il se trouvera. Le terrain, c'est, comme son nom l'indique, c'est la terre, c'est la nature. Donc la nature n'appartient à personne. La terre n'appartiendra à personne. Donc on lui concédera un espace, et s'il veut étendre sa propriété à un espace de nature, alors il devra impérativement prendre soin de cette nature et des consciences de cette nature, des rythmes de vie et des choses importantes à la vie de cette nature. Il ne pourra pas la considérer comme de l'environnement, ou comme du décor, ou comme des vulgaires plantes. Si on fait construire une maison qui a un arbre à côté et qu'il englobe cet arbre, s'il fait périr cet arbre, il pourra pas rester là où il est. Il sera obligé de rendre des comptes par rapport au fait d'avoir supprimé une vie. Vous voyez, ce paradigme n'a rien à voir avec celui qui est aujourd'hui. On peut difficilement envisager un contexte si vaste sans se perdre dans des pensées qui sont complètement à côté du contexte dont on parle et qui reste à venir. Alors, je suis d'accord, on s'étend quand même, on va quand même beaucoup plus loin que ce que sous-entend la question. On est simplement là dans l'histoire de location et de gratuité, de biens et de services, mais ça va tellement plus loin. Parce que là, on prend le cas du plombier. Mais le plombier, s'il installe sa plomberie dans une maison qu'il se fait construire, eh bien, ça implique une responsabilité beaucoup plus grande que s'il occupe un logement dont il ne paiera pas le loyer parce qu'il n'y en aura pas. Mais dont il sera responsable quant à l'entretien et à la parfaite qualité de cet entretien. La question est tellement vaste que il est difficile de la cerner autour même d'une simple question aussi basique. Alors, j'espère avoir donné les éléments de réponse attendus. Sinon, il faudra préciser peut-être davantage la question en question. S'il n'y a pas été répondu. Voilà. C'est vrai qu'une question en amenant une autre dans un contexte beaucoup plus vaste qui n'aura rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui, il n'est pas facile de le résumer en quelques mots et en faisant l'impasse sur ces éléments additionnels ou corollaires dans la mesure où ils auront une incidence sur l'objet de la question justement. Voilà, c'est très difficile d'envisager quelque chose d'aussi vaste simplement en répondant... c'est comme ça, des réponses de principe. Ce n'est pas un changement de régime économique et social ou politique. Ce n'est pas changer de lieu ou de mode d'organisation. C'est changer de manière d'envisager la réalité, le quotidien des gens. Et ça, tant que les gens n'ont pas acquis cette base de pensée complètement nouvelle, répondre dans ce contexte est difficilement perceptible en termes de sens par ceux auxquels on répond qui n'ont pas ces bases-là. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc je peux essayer de m'étendre un peu et lancer des perches un peu, jeter un peu des hameçons un peu à droite à gauche, histoire de trianguler la question pour donner une espèce de relief à ma réponse. Mais je sais que ce que je dis ne sera pas perçu comme moi je le ressens. C'est la limite du langage, hein. C'est terrible cette limite-là. On ne peut pas exprimer ce qu'on veut. Oui, je sais que ça c'est quelque chose dont vous vous plaignez souvent, ce langage qui ne vous permet pas
de communiquer finalement ce que vous souhaitez faire passer. L'information doit être traduite par un langage articulé qui n'impacte pas l'esprit en fonction de ce qu'il y aurait à communiquer, qui n'ouvre pas le champ de perception. On ne peut pas élargir l'esprit, on est obligé de composer avec son étroitesse, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est bien décrit, par contre. Effectivement, oui, c'est ça, effectivement. Chez nous, quand une information est à donner, même si elle est à milieu de ce que la vie connaît déjà, elle acquiert l'information et l'acquis est immédiat. Là, il n'y a pas de transmission, d'acquisition possible. Donc, bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Oui, bon, c'est déjà pas mal, hein. On ne pourrait ne rien y avoir du tout, quand même. Mais c'est vrai que ce nouveau paradigme, il a de quoi intriguer, parce que on est face à quelque chose, à une perspective complètement nouvelle qu'on ne peut pas appréhender. Je comprends que ça puisse quelque part faire peur. C'est tellement différent de ce qui est connu, tellement différent de ce qui est acquis, qu'on peut raisonnablement se demander, mais oula, vers quoi on va là? Enfin. Voilà Anna, j'espère que cette réponse saura vous satisfaire malgré tout. Sinon, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis préciser peut-être davantage le contexte pour avoir quelque chose de plus ciblé en termes de réponse. Alors, on a un commentaire additionnel. Juste un grand merci pour ce que vous faites et pour les réponses que vous apportez. Eh bien voilà, c'est un plaisir. C'est vrai que c'est une expérience absolument passionnante. J'aurais jamais cru à la base quand on m'a proposé de faire ça. Bon, ouais. Mais là vraiment, c'est vraiment malgré tout très très intéressant. Eh bien, c'est très bien, comme ça chacun y trouve son compte finalement. Allez, on ne tarde pas trop, on passe à la question suivante. Alors, une nouvelle Anna, je ne sais pas si c'est la même, enfin, il y a le A initial n'est pas majuscule. Je ne sais pas si c'est la même personne, enfin... Donc, une question de Anna. J'avais planifié un tour du monde au regard du contexte actuel et à venir. Dois-je annuler et reporter? Alors, il y a une deuxième question, je suppose qu'elle elle doit être concomitante. Hein. L'achat et l'aménagement d'un camping-car peut être encore d'actualité ou dois-je aussi renoncer à cela au regard du contexte actuel et à venir? Alors? Ça, par contre, ce sont des questions qui sont inconfortables, je dirais. Parce que s'il y a une chose que je déteste faire, c'est conseiller aux gens ce qu'ils doivent ou non faire ou ne pas faire. Ça, c'est terriblement délicat. Les gens attendent une réponse, ils vont se focaliser dessus. Éventuellement, ils vont mettre à profit la réponse pour éventuellement changer d'optique. Et si jamais les choses tournent d'une manière différente, oh là là, vous m'aviez dit que c'est de votre faute, regardez à cause de vous, là là là. J'avoue que c'est le genre de questions auxquelles je n'aime pas répondre parce que je pense qu'il est beaucoup plus profitable à chacun de se fonder sur son intuition. Parce qu'à ce moment-là, si vraiment il y a un problème, eh bien, les personnes pourront s'en prendre qu'à elles-mêmes, tout simplement. Ce n'est pas de la lâcheté de ma part, hein, mais on n'est pas dans le conseil avisé face à ce que les gens doivent ou non faire. Nous préférons laisser les gens prendre leurs décisions eux-mêmes quant à eux-mêmes, de manière à cerner davantage, c'est-à-dire se prendre en main, se responsabiliser aussi par rapport à une situation dont on ne connaît pas tout. On est bien d'accord, mais on ne connaît pas tout nous-mêmes, hein, sur les manières, enfin les corollaires à la situation actuelle par rapport à ce qu'elle va devenir. Et c'est quand même difficile de donner une réponse. On n'est pas voyante non plus, et on n'est pas conseiller financière, hein, enfin, on n'est pas conseillère financière. Je sais pas. C'est difficile de répondre à ça quand même. On va prendre les choses autrement, parce que bon, la personne attend quand même sa réponse. On n'élude pas normalement, hein, donc même si on ne doit pas, même si on a l'habitude effectivement de ne pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire, mais disons, on va prendre les choses autrement. Si vous aviez, Eliana, vous qui connaissez le monde quand même, hein, vous l'appréhendez depuis assez longtemps pour en connaître un peu les tours et les détours, si vous-même aviez planifié un tour du monde, qu'est-ce que vous feriez, vous personnellement, sans dire ce que la personne qui pose la question devrait faire, mais qu'est-ce que vous feriez? Et dans la même optique, est-ce que vous achèteriez et aménageriez ce camping-car ou pas?
Euh, oui, vous avez toujours l'air de me faire répondre à ce à quoi je ne veux pas répondre, quand même. Bon, euh, si j'avais planifié un tour du monde, euh, bah, honnêtement, je m'en abstiendrais. Voilà, ça, je peux le dire. Hein, si j'étais vous, si je m'appelais Anna et que j'avais planifié un tour du monde, avec ce que je sais en plus et que sans doute vous ignorez, je m'en abstiendrai. La situation est trop instable. On ne peut pas compter sur certains fondamentaux propres au grand voyage. C'est délicat. Ce serait pour moi, j'estime que ce serait trop délicat. J'annulerai pas, mais je remettrai les 5 ans, 2 ans, entre 2 et 5 ans. Je le ferai pas tout de suite. Déjà parce que après il y aura plus aucun problème de poste frontière, de douane ou de papier, choses comme ça. Et d'autre part, oui, la stabilité de la situation, mais à tous les niveaux, pas seulement en politique ou non, je dirais l'instabilité de la réalité s'y prête mal, a priori. Quant à l'achat d'un camping-car, je ne sais pas quel état de vos finances, quel sacrifice ça pourrait, ça vous demanderait éventuellement. Quel est l'enjeu, à quel point vous y tenez ou pas, est-ce que c'est destiné à représenter une situation de remplacement par rapport à un logement qu'il faudrait quitter, que vous aimeriez quitter. Vous voyez, il y a tellement de paramètres pour répondre à ça. Si c'est simplement quelque chose qui vous devrait vous permettre de voyager, là je dirais non, de la même manière que pour le voyage, tout simplement parce que on ne sait pas ce que les approvisionnements de carburant deviendront, et il y a les meilleures chances du monde que dès que l'abandon de l'utilisation du pétrole pour faire du carburant, pour des moteurs d'explosion, pourra être stoppé, on le fera. Donc vous retrouveriez avec un engin qui demanderait quelque chose qui ne se trouverait plus si facilement, voire plus du tout. Ou alors à des prix défiant toute concurrence parce qu'il s'agirait des dernières gouttes disponibles. Enfin ça, on veillera aussi à ce qu'il n'y ait pas une mafia qui se monte autour de ça. Donc, vous voyez, on est tellement à la frontière de toute chose, et l'après sera tellement différent de l'avant que je pense qu'il serait vraiment judicieux de se tenir tranquille, de prendre du recul et de laisser passer les choses, voir comment ça va évoluer et reprendre la mesure ensuite. De toute façon, il y en a pas pour des années, hein, donc les choses iront quand même relativement vite. Ce serait reculer pour mieux sauter. Je considère que ce serait sage de ma part d'agir comme ça si j'étais vous. Voilà, je vais me contenter de ça si vous le permettez. Ah ben vous voyez, il y a toujours moyen. Un moyen. Oui, mais vous avez aussi vous avez ce talent de tourner les choses à votre avantage, hein, quand même. Ouais, vous êtes doué pour ça. Et pourquoi pas, on peut sortir de nombreuses situations comme ça, et tant que ça reste honnête. Hein, et bienveillant. Il n'y a aucun problème. Effectivement, c'est imparable. Comme d'habitude. Allez, on passe à la dernière intervenante, en l'occurrence Géraldine, qui nous dit ceci. Première question de sa part. Bonjour Ileana, je pose cette question de la part de mon fils Valentino, 11 ans, qui me demande comment sera notre environnement dans le nouveau paradigme, s'il y aura des changements notoires dans les paysages, le ciel, les astres, les montagnes, la mer, etc. Si nos villes et nos villages seront plus ou moins les mêmes, ce qui est susceptible de changer, usines, centres commerciaux, etc. Merci pour lui. Ça aussi, c'est une vaste question. Hein. Oui, relativement, oui. Ça fait intervenir beaucoup de paramètres. Disons que, dans ce premier temps, je ne suis pas sûr. Les changements notoires, bon, les paysages, non, hein. Les forêts restent ce qu'elles sont, les montagnes restent ce qu'elles sont, le ciel, alors, si on a un changement de sens de rotation de la planète, eh bien, il y a de fortes chances que les climats à droite et à gauche ne soient plus les mêmes du tout.
parce que forcément, on a sur les continents, toutes les côtes est ont tendance à être froides et les côtes ouest chaudes. En hémisphère nord, le contraire en hémisphère sud. Forcément, si la Terre change de sens de rotation, ce sera le contraire. Alors forcément, les changements climatiques, il risque d'y en avoir. Mais on n'est pas certain que ce changement s'opère. Il y a de fortes chances, mais c'est pas sûr. Voilà, sinon, non, le ciel restera quand même plus ou moins le même, à moins qu'il y ait vraiment un désaxement, auquel cas, un désaxement de l'axe de rotation, je veux dire. Auquel cas, forcément, le ciel nocturne, par exemple, ne sera plus le même. Et puis, si on change de sens de rotation, ben, le soleil se lèvera à l'ouest, se couchera à l'est, comme il l'a toujours fait, hein. Enfin, avant, il y a 36 000 ans. Plus ou moins. Donc, bon, là aussi, la mer, il pourrait y avoir de petites variations, mais a priori pas énormément. Alors les villes, oui, c'est peut-être celles qui connaîtront le plus de changements, parce que tout ce qui est agent de pollution sera soit détruit, soit modifié. Donc ça va faire quand même de gros chantiers. Sinon, il y a les plus vieux bâtiments, les vieux quartiers, les quartiers vétustes seront détruits, et au fur et à mesure d'autres aménagements territoriaux, d'autres bâtiments, d'autres immeubles seront construits sur d'autres normes, quelque chose de plus aérien, de plus proche de la nature. Les villes seront moins, disons, la nature sera tenue moins éloignée des villes. Il est prévu d'intégrer une cohabitation de l'être humain et de la nature. L'être humain faisant entièrement partie de la nature, contrairement à ce que l'ennemi a toujours essayé de casser. Il a toujours essayé de distancer l'homme et la nature. Jacques Attali le disait, la nature est l'ennemi de l'homme. Voilà. Alors que, évidemment, non, forcément. Donc il y a des chances que ce soit finalement les villes qui changent le plus. Le climat dans les villes changera également. Les villes seront beaucoup moins malsaines. Elles seront beaucoup plus vertes. Les villages auront peut-être un aspect moins rural, mais sans devenir des villes pour autant. Enfin, là aussi, la créativité humaine interviendra et on ne sait pas ce qu'elle donnera en termes de ressources. C'est un destin ouvert à l'humanité. C'est quelque chose que l'humanité va devoir construire son propre avenir. Ce n'est pas un avenir qui lui sera imposé. Des règles lui seront imposées de manière à harmoniser toutes les conditions de vie, de toutes les formes de vie, notamment les unes avec les autres, envers les autres. Je suis certaine que des propositions nous seront faites de la part de gens qui ont déjà des plans. Nous savons qu'il y en a pas mal, de réharmonisation des centres urbains, de manière à faire des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus spacieuses, beaucoup plus vertes aussi, à baisser les zones de température trop élevées pour les pays très chauds par exemple, ou en réchauffer les plus froides, enfin, et de manière naturelle. Donc on ne sait pas trop comment les choses vont changer. Mais de toute façon, ça ne changera pas du jour au lendemain. Il faudra quand même mettre la main à la pâte. Il faudra quand même que des initiatives soient proposées, soient avalisées, soient financées, et puis soient concrétisées. Donc ça va demander quand même beaucoup de travail, tout ça. Donc ça se fera pas du jour au lendemain. Paf, on passe dans le nouveau paradigme et hop, tout a changé. Non, évidemment. Là aussi, ça correspond à un principe de réalité. Il faudra suivre les étapes normales pour que les choses changent. Mais à terme, oui, évidemment, ça changera. Les centres commerciaux, c'est un bon exemple, ça, parce que la grande distribution ne pourra plus assurer ses fonctions telles qu'elle le fait là. Alors, revenir aux petits commerçants, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les gens ont tellement l'habitude de fréquenter les centres commerciaux que nous avons eu l'idée de permettre aux commerçants individuels d'occuper des espaces au sein des centres commerciaux, c'est-à-dire rassembler en un espace les petits commerçants pour éviter d'avoir à perdre trop de temps à passer de l'un à l'autre dans toute la ville, par exemple.
Bon, ça, ce sont des initiatives qui seront probablement, enfin, susceptibles d'être retenues. On verra comment ça va se passer en fonction des possibilités matérielles. Mais ce serait une bonne idée. Ça permettrait vraiment de mettre en corrélation et en cohésion justement des petits commerçants qui seraient regroupés ainsi dans une entreprise plus grande qui leur appartiendrait en propre et chacun assurerait sa part de travail, par exemple. Ce serait quelque chose de beaucoup plus sympathique aussi, beaucoup moins froid évidemment, avec on ne serait plus dans une politique quasiment concentrationnaire de consumérisme débridé. Enfin voilà quoi. Ça, on peut difficilement dire à quoi les choses vont ressembler, mais elles seront très différentes et elles évolueront avec le temps. Ça, ce que je vous dis là, sont les premiers jets d'une première approche de changement. Après, les choses à partir de ce stade-là, elles évolueront comme les gens y aspireront, chacun, les uns en cohésion avec les autres. On n'a pas d'idée par rapport à ce qui va naître dans l'esprit des gens finalement à partir de là. Ça, c'est la tournure que devront prendre les événements pour que la situation soit assainie par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais à partir de là, des innovations extraordinaires auront lieu, j'en suis absolument convaincu. Et on ne peut pas conjecturer sur la forme qu'elles vont prendre. Ça, c'est du ressort de l'humanité, de son imagination, de sa créativité et de la qualité de son état intérieur. Ensemble, les peuples pourront faire des choses absolument grandioses dont on n'a aucune idée aujourd'hui. Et à partir du moment où ça restera sain pour chacun et que personne ne sera lésé dans l'histoire, je ne parle pas que des êtres humains, je parle aussi des animaux, des végétaux et des minéraux, à ne pas oublier, eh bien toute initiative sera encouragée et potentiellement financée, pourquoi pas, de manière à permettre à ce que ça puisse voir le jour. Voilà. C'est très abstrait comme question, on peut difficilement répondre de manière précise. Mais sinon, au niveau environnemental, s'il n'y a pas de modification du sens de rotation de la planète, il n'y a pas tellement de raison que les choses changent beaucoup. En tout cas, pas rapidement. Voilà. Merci Liana pour ces précisions. Alors deuxième question de Géraldine, toujours pour son fils a priori. Oui, sa deuxième question concerne les dinosaures et les hommes préhistoriques. Ont-ils réellement existé? Comment est-on sûr de leur aspect? Descendons-nous vraiment de ces derniers? Et est-ce vrai que des météorites sont à l'origine de la fin des dinosaures? Alors Iliana, qu'est-ce qu'on répond à ça? Eh bien, on répond qu'on n'y était pas et qu'on n'en sait rien. Non, je plaisante. Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Alors, les dinosaures, les hommes préhistoriques. Alors, déjà deux choses. D'une part, les hommes préhistoriques tels qu'on les envisage, tels qu'on les conçoit, disons hommes de Cro-Magnon pour terminer l'homme de Cro-Magnon, hein, pour terminer l'histoire, l'encours, disons, préhistoire, les hommes des cavernes, tels qu'on les imagine, ne datent pas d'il y a environ 60 000 ans, comme le dit l'histoire, mais remontent à 10 millions d'années. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec ce dont on s'imagine. De toute façon, à l'époque à laquelle on situe les dinosaures, il y avait une civilisation planétaire complètement florissante qui ressemblait davantage à un paysage de science-fiction qu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était absolument hors de question. Alors, il est un fait que beaucoup d'animaux ont subi des modifications génétiques de la part de l'ingénierie génétique de l'époque. Pas forcément au niveau des sauriens, mais enfin, disons que on ne retrouve pas de traces véritablement notables par rapport à ça. Les dinosaures tels qu'on les conçoit, Tyrannosaurus rex, les ptérodactyles, les vélociraptors, les diplodocus, tout ça, mon ami, c'est du pipeau. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. D'ailleurs, il a été déterminé que c'est relativement mal imaginé parce que, morphologiquement, je prends l'exemple uniquement d'un tyrannosaure, eh bien, un tyrannosaure ne
peut pas rester debout, il est complètement déséquilibré tel qu'on le représente actuellement, et il serait incapable de se tenir sur ses pattes et tomberait vers l'avant. Donc c'est ridicule d'avoir imaginé ça comme ça. C'est extrêmement simple à déterminer. Un simple logiciel de répartition des forces en physique permet de faire le constat que par rapport à l'ossature, la disposition du corps, la morphologie donc, et l'ossature, un tyrannosaure, au sens propre comme au figuré, ça ne tient pas debout. Maintenant, ce que les gens ignorent, ce que tout le monde ignore, c'est que les musées paléontologiques, les musées consacrés donc à la préhistoire, qui exposent des ossements de dinosaures, se fournissent, en termes d'ossements, auprès d'une usine chinoise qui les fabrique pour la terre entière. Avant le 19e siècle, personne n'avait jamais entendu parler, je crois du 18e, 19e, je ne sais plus, disons 19e, ça a assez peu d'importance, voire même début 20e. Enfin bon bref, le souvenir n'est pas bien précis, mais enfin, c'est comme extrêmement récent. Avant cette période, on va dire 19e pour prendre une base, personne n'avait jamais trouvé le moindre ossement de dinosaures, elle n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est arrivé d'un coup par des soi-disant historiens payés par l'ennemi pour inventer des fables, encore une fois, absolument délirantes, auxquelles les gens ont cru puisqu'on les a abreuvés de ça. Preuve à l'appui, puisqu'on a monté des musées pour ça. Musées donc qui vont chercher leurs ossements de dinosaures auprès d'une fabrique chinoise qui le leur fournit. C'est hallucinant, et pourtant c'est absolument vrai. Donc tout ça, non, les dinosaures n'ont jamais existé. D'ailleurs, on a attiré notre attention sur le fait assez récemment que si un diplodocus tombait, se tuait de sa hauteur. Boum, il tombe par terre, il meurt. Bon, c'est assez peu pratique. La nature ne fait pas ce genre de stupidité. Elle est quand même beaucoup plus intelligente que ça. Elle crée des formes viables et des choses qui tiennent debout et qui meurent pas en tombant. Enfin, bon. Non, ça, ce sont effectivement des inventions pures et simples pour cantonner l'humanité dans une histoire qu'elle n'a jamais vécue, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle a traversé, tout ça pour la couper de son histoire propre à, justement, l'histoire de l'Atlantide, des choses du passé, que l'ennemi voulait absolument taire, de manière à ne pas permettre à l'humanité d'être influencée par les possibilités qui existaient au sein de ces civilisations passées. Parce que, évidemment, l'ennemi souhaitait conserver ses acquis pour lui-même, raison pour laquelle les dernières années ont vu certains États, notamment les États-Unis, mettre la main sur l'Antarctique, puisque c'est sous les glaces de l'Antarctique que se trouve le fief de l'Atlantide. Le seul endroit resté conservé, malgré les 36 000 ans qui le séparent de sa chute, puisque les glaces sont gardées intactes, ce qui se trouve en dessous, évidemment. Donc voilà, je regrette, mais les dinosaures n'ont jamais existé. Les hommes préhistoriques, alors oui, les hommes des cavernes, mais remontent à 10 millions d'années. 10 millions d'années. Alors évidemment, ce sont pas les météores qui ont éteint les dinosaures, parce que c'est vrai que ça posait problème. Hein. Comment la planète a pu être recouverte des dinosaures, puis pouf, un jour a pu. Pas facile à légitimer. Hein. On va trouver une histoire de météore. Bon, pourquoi pas, ça en vaut une autre. Hein. Mais malheureusement, cette histoire est fausse, comme tant d'autres choses de ce monde. Voilà. Il n'y a pas plus à en dire, malheureusement. Ou heureusement. Ça dépend comment on l'apprend. Ouais, il est quand même assez renversant de constater à quel point l'histoire connue de l'humanité est un tissu de mensonges, de manipulations. C'est absolument délirant. Oh, incroyable. Je comprends que les gens aient vraiment du mal à adhérer à ça, parce que on est percé tout le temps par ces histoires-là. Un être humain aujourd'hui, je sais pas, de 40 ans, a vécu
toute sa vie immergé dans ces fables. Rien d'autre n'a jamais existé pour lui. Les grandes sommités, les grands diplômés, les grandes figures de la science ont tous unanimement attesté la réalité de ces fables, alors que certains concernés savent exactement ce qu'il en est, puisqu'ils sont dedans à l'année. Mais le formatage des universités est d'une puissance redoutable. Hein. Les seuls historiens ou les seuls physiciens qui valent la peine se comptent sur les doigts des deux mains, parce que alors d'une part, ils ont peut-être réussi à s'affranchir du formatage de l'université qui les ont formés, et pour la plupart des autres, ils se sont formés en dehors des universités. Donc ils n'ont pas été formatés, comme cette fameuse historienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, une dame fantastique qui s'est spécialisée sur la Révolution française, et qui dénonce les délires de l'histoire, quoi. Les grands, il y a des choses même qui servent à rien, mais pour le principe, on ment, on raconte des contre-vérités. Le fameux célèbre vase de Soissons, par exemple, il n'a jamais existé. Jamais. Je prends ça vraiment, mais comme ça, au hasard. Pourtant, c'est une constante fondamentale dans l'histoire. Tout le monde sait que les grandes invasions n'ont jamais eu lieu. Enfin, tous les historiens, tous les gens, les conservateurs de musées historiques savent que ça n'a jamais eu lieu. Pourtant, ça continue d'être enseigné dans les écoles. C'est du délire. Le physicien Nassim Haramein est extraordinaire. Il a une ouverture de conscience absolument étonnante parce qu'il s'est formé lui-même. Il a un doctorat, il en a au moins un, à minima, je me demande s'il n'en a pas plusieurs. Et il est fantastique, mais il n'a pas été formaté par les universités. Les universités appartiennent à l'ennemi. Tous les gens qui sont formés dans ces universités sont diplômés à partir du moment où ils attestent de la réussite de ce formatage mental. Donc, oui, c'est vrai que c'est un tissu de mensonges, d'aberrations absolument incroyables. L'être humain est enfermé dans une prison d'illusions et de mensonges. C'est absolument incroyable. Incroyable. On se demande comment c'est possible. Et pourtant, le nouveau paradigme consiste aussi en la sortie de cet univers, de ce cloisonnement, pour enfin embrasser la réalité telle qu'elle est. Je vous garantis que ça va éloigner les horizons. Il y a de quoi s'attendre à pas mal de surprises. De bonnes surprises, bien sûr. Eh bien voilà, c'est sur ce mot de la fin encourageant que je vais vous laisser, ainsi que nos auditeurs, étant déjà parvenus à la fin de cette 29e entrevue que vous avez appréciée, je l'espère, et si c'est le cas, eh bien merci de la liker, de la partager, comme d'habitude. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages ou des questions posées à la Pracandasen Avocat ou à Ilialana personnellement, eh bien n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse habituelle amgt.link questions-ou-de-viche afin de nous les transmettre. Quant aux commentaires, eh bien comme d'habitude, laissez-nous un petit mot, ça nous fera plaisir, surtout si les bienveillants, si les malveillants, eh bien si elle est formulée de manière correcte et respectueuse, eh bien on le lâchera au public comme d'habitude. Ilialana, merci beaucoup, merci d'avoir été présente. On termine donc cette semaine sur une joyeuse perspective. Hein. Oui, c'est vrai, mais on en dit un peu plus pour autant. En tout cas, les choses vont bien, rassurez-vous tous. Et bien, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Ce n'est pas toujours facile parce que, je vous dis, le contexte est quand même très très sensible et cette ouverture vers un autre univers que celui que vous connaissez est difficile de vous le rendre vivant et concret. J'espère quand même pouvoir être aspirante par rapport à l'envie d'y pénétrer de plein pied. Donc voilà, merci de nous poser vos questions et n'hésitez pas à continuer, parce que tant que vous le ferez, eh bien, nous continuerons aussi. Voilà, eh bien je prends l'initiative, pour une fois, moi, de vous souhaiter un bon week-end et de vous donner rendez-vous pour la prochaine fois. Voilà. Ah c'est ça, puis vous me piquez mon job aussi, Eliana. Non mais ça va, oui. Je suis sûr que vous plaisantez.
Vous plaisantez, hein. Mais oui, je vous taquine comme d'habitude, vous savez bien que j'adore ça. Allez les amis, je vous souhaite donc effectivement, comme Iliana, je me joins à elle pour vous souhaiter donc une bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous à lundi. Portez-vous bien, sachez que l'on vous aime et que tous nos efforts sont déployés en direction de la libération de cette humanité. Allez, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres et que le meilleur vienne pour tous. Allez, bye bye.